Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, je suis en compagnie de Dimitri Yem de Yem Patrimoine. Bonjour Dimitri. Bonjour Geoffroy. Dimitri, tu peux nous parler de Yem Patrimoine s'il te plaît? Bien sûr, écoute, Yem Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et stratégie patrimoniale et financière. Nous accompagnons nos clients sur tous les aspects financiers, économiques, patrimoniaux et successoraux qu'ils peuvent rencontrer tout au cours de leur vie. Nos missions essentielles sont l'optimisation fiscale, l'investissement financier, le courtage et la stratégie qui va avec, bien sûr. Il ne s'agit pas seulement de faire, par exemple, l'acquisition de sa résidence principale, mais dans quelles conditions est-ce qu'on va le faire. Et surtout, des placements financiers. Et dernièrement, et on en parlera un peu plus longuement, les stratégies, la diversification sur les crypto-monnaies. Bah oui, justement, les crypto-monnaies, parce que tu as fait à l'IRA l'école blockchain, donc tu es un spécialiste blockchain. Alors, parle-nous un peu de ça, comment on peut se diversifier dans la crypto-monnaie? Alors, justement, avant à l'IRA, j'avais fait en 2022 une conférence sur les crypto-monnaies, et le titre, je le souhaitais assez parlant. La crypto-monnaie, un élément du patrimoine au même titre que l'investissement immobilier et les placements financiers. Ah oui, tu le places de la même manière, c'est-à-dire qu'investissement immobilier, donc pour bien comprendre, tout le monde connaît l'investissement immobilier. En fait, la crypto-monnaie, on peut le voir dans le paradigme un peu de la même manière, c'est ça? On peut se dire, tiens, je fais immobilier ou crypto-monnaie. Exactement, ou je fais les deux, en diversification. Aujourd'hui, on a essentiellement des personnes il y a beaucoup d'encre qui coule sur le sujet. Ça génère des inquiétudes. Certains sont intéressés mais ne savent pas comment faire. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, l'idée, l'un des premiers en France en tout cas, à avoir intégré la diversification en cryptoactifs dans l'offre proposée aux clients. Donc c'est quelque chose où tu accompagnes de A à Z en toute confiance, ce qui permet aussi, j'imagine qu'il y a tout un travail d'éducation à faire, d'information, puisque ça reste quand même malgré tout assez flou. Tout le monde connaît la crypto-monnaie, on sait le Bitcoin, etc. Mais de là à dire qu'on connaît véritablement et qu'on sait ce qu'il y a derrière, il y a tout un univers. Et ça, toi, tu accompagnes pour mieux faire comprendre. Exactement. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 2014. Et l'idée de faire l'école à l'IRA, c'est l'une des premières écoles en France qui donne des certifications sur le sujet. C'était surtout aussi d'avoir à présenter. En France, on aime bien les diplômes en quelque sorte. Donc, l'école à l'IRA donne un peu ça, on va dire. Mais on a revu des basiques et j'ai appris de nouvelles choses. Et en effet, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des crypto-monnaies qui ont des capitalisations plus grandes que l'ensemble de l'économie française, par exemple. Ah oui, quand même. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est des capitalisations. Le Bitcoin, par exemple, était 10e capitalisation mondiale et elle est passée 8e capitalisation mondiale. Donc, on est quand même dans un secteur qui grandit de plus en plus. Et pour ceux qui nous écoutent, je vais leur donner un petit insight sur ce qui va venir, ce qu'on appelle les RWA, qui sont les Real World Assets. Il y a par exemple une entreprise aux États-Unis qui a tokenisé l'immobilier. Alors, RWA, parce que... Real World Asset. Okay. En gros, c'est la tokenisation de tous les actifs que nous connaissons, que ce soit l'immobilier, que ce soit la finance, que ce soit des bons du trésor, de la dette, voilà. Et donc là, aujourd'hui, tout ça est tokenisé. Aujourd'hui, tu considères que c'est embryonnaire de s'intéresser à la crypto-monnaie comme objet de diversification dans la gestion du patrimoine, ou c'est quelque chose qui est déjà vraiment présent sur le terrain? Alors, je vais citer pour ça une phrase de l'ancien PDG de Binance qui avait répondu à cette même question il y a 2 ans déjà. Il avait dit en anglais « I don't play piano for the cows ». Ça veut dire « je ne joue pas du piano pour les vaches ». C'était une manière de dire que à ce stade-ci, si on n'est pas dans la crypto-monnaie, si on est encore en train de se poser la question de est-ce que c'est un actif, on n'est plus là pour répondre à cette question. En réalité, on est plutôt là pour apporter des solutions parce qu'on n'a plus besoin de convaincre que ça existe. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment réel et profondément présent, quoi.
Exactement. Quand tu vois qu'une société comme BlackRock, qui est assez connue, Vanguard, Fidelity, toutes ces sociétés de gestion hyper connues, se sont battues avec la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, pour obtenir un ETF sur le Bitcoin et prochainement sur l'Ethereum. Exchange Trade Fund. Donc en gros, c'est un collatéral du Bitcoin. D'accord. C'est un indice du Bitcoin qui duplique la valeur du Bitcoin. Voilà. Et ils se sont battus avec la SEC pour obtenir l'approval, donc pour créer un ETF. Donc là, on n'est vraiment plus à un stade embryonnaire. C'est passionnant parce qu'en fait, on sait sans le savoir, on voit bien que c'est un sujet, on voit bien dans les médias, on entend un peu de tout aussi, mais avoir une parole d'expert et comprendre que c'est maintenant qu'il faut à minima s'y intéresser pour comprendre, c'est essentiel. Dimitri, comment on devient gestionnaire de patrimoine comme toi ? Tu étais agent d'escale commerciale chez Air France, comment tu passes de ce métier-là ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'agent d'escale commerciale chez Air France à ce métier-là aujourd'hui de YEM Patrimoine ? Alors, le métier d'agent d'escale commerciale, c'est un métier extrêmement passionnant. Air France m'a beaucoup appris et je tiens à remercier cette compagnie, vraiment. Un métier d'agent d'escale commerciale, c'est accueillir les clients et gérer toute l'expérience de voyage. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le voyait. Donc, alors, tu étais déjà dans la relation client, très fortement. Exactement. Donc, c'est ce que j'allais te dire. J'ai une très forte, pas appétence, mais j'ai été vraiment formé à la qualité de la relation du service au client. Donc moi qui suis un fan de Steve Jobs, donc la satisfaction du client, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je le place vraiment en priorité. Et comment je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine ? Je suis allé voir un ami qui a ouvert son cabinet de conseiller en gestion de patrimoine il y a plus de 25 ans. On est en train de dîner. Il me dit, écoute, tu sais qu'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est 150 000 € à l'année. Je lui dis, ah oui. Il me dit, ouais, complètement, mais ça demande beaucoup de travail. C'est un bon argument, c'est possible. Ça, déjà. Exactement. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'un challenge. Et écoute, je lui ai dit, lundi, je suis chez toi et on va commencer si tu acceptes de me former. Il m'a dit oui, et je suis parti. Ah, t'as un homme de défi, c'est bien. Exactement. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors justement, Dimitri, on va faire une petite chronique. La chronique, première fois, dernière fois. Alors Dimitri, est-ce que tu te souviens de ton premier client, la première fois que tu signes un client ou que tu rencontres et qui te dit « Ok, je travaille avec vous ». Ah oui, ce bizutage-là, on l'oublie jamais. Ah, c'est un bizutage. Pour moi, ça a été un peu un bizutage. Alors écoute, lorsque je signe mes clients, un signe particulier chez moi, c'est que mes clients me font confiance. Et ça, c'est un point très important pour moi. La première fois que j'ai signé, je me souviens très bien, c'était le jour de mon anniversaire. Ah. Et alors, c'était pas le jour de mon anniversaire, c'était la veille de mon anniversaire. Donc, j'arrive chez le client, on veut signer, mais l'intranet du promoteur immobilier ne fonctionne pas. Donc, c'était l'acquisition d'un bien immobilier. Alors, je retourne au bureau. Ça ne fonctionne pas, on réussit à imprimer un contrat à papier et il faut que je retourne. Et je me souviens, j'y suis retourné le jour de mon anniversaire, donc il a signé mon premier contrat le jour de mon anniversaire. Exactement. À savoir, 1 mois après que j'ai commencé cette activité, quand même. Ouais, bien. Ouais. Et alors justement, la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ? La dernière fois, c'était mercredi dernier et j'ai signé en étant basé à Washington. Tiens. Ah, tu l'as signé à distance. À distance, exactement. Après de nombreux rendez-vous qui ont été mis en place et on a finalisé à distance. Donc ça, c'était plutôt chouette comme expérience. La première fois où tu t'es dit, où tu as vraiment ressenti que tu avais fait le bon choix et que tu t'es dit, voilà, ça, c'est ce que je voulais faire au final. Alors dans ce métier, je me sens épanoui lorsque j'apporte des solutions à mes clients et je suis maître moi-même de tout ce que je mets en place comme stratégie pour eux. C'est un vrai accompagnement. Donc, le fait de se sentir utile au quotidien pour l'ensemble de mes clients, de leur apporter des solutions, d'être garant un peu de la confiance qu'ils ont placée en moi, eh bien, ça, voilà des éléments qui me font me dire que ce métier, je l'aime vraiment et j'ai du mal à le quitter. Voilà. Dimitri, gestionnaire de patrimoine, c'est une activité réglementée. C'est quoi être gestionnaire de patrimoine ? Alors, c'est pas tellement conseiller en gestion de patrimoine qui est réglementé, c'est plutôt conseiller en investissement financier. D'accord. Alors, c'est une activité qui est pluridisciplinaire, où on a plusieurs casquettes. Là, je vais emprunter une phrase d'un alchimiste que j'aime beaucoup, Patrick Burenstena, s'il m'écoute. Alors, il dit un truc très intéressant. Il dit, alors moi, je l'ai refait à ma sauce. Il y a les conseillers qui parlent de la gestion de patrimoine.
Il y a les conseillers qui font de la gestion de patrimoine et il y a les conseillers en gestion de patrimoine. Moi, je fais plutôt partie de la dernière catégorie. Donc, en gros, conseiller en gestion de patrimoine, c'est une activité qui n'est pas réglementée, mais qui répond à un code de déontologie. Et conseiller en investissement financier, communément CIF, eh bien là, c'est une activité réglementée par l'AMF. Et là, avant de préconiser un conseil, on doit faire signer une lettre de mission, un document d'entrée en relation d'abord, et ensuite une lettre de mission. Donc, c'est assez codé. Donc, aujourd'hui, dans le cabinet, j'ai plusieurs activités que je peux exercer. Donc, CGP, conseiller en gestion de patrimoine, CIF, conseiller en investissement financier, intermédiaire en opération d'assurance et intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Et c'est pour ça que tu as toutes ces certifications, AMF, CIF et autres, que tu as passées évidemment, qui te permettent de pouvoir exercer ces activités. Exactement, et ça, c'est un point qui doit être regardé par toute personne qui rencontre un conseiller. Voilà, c'est ça. C'est de s'assurer, par exemple, qu'il soit CGP, CIF, qu'il ait adhéré à une chambre professionnelle, qu'il soit inscrit à l'ORIAS, qui est le répertoire unique des intermédiaires en assurance et en opération service de banque en France. Voilà. Donc, ce qui est ton cas. Ce qui est mon cas aujourd'hui, un cabinet parfaitement en ordre et réglementé. Exactement. Dimitri, pour te contacter, justement, ceux qui nous écoutent et qui se disent j'aimerais en savoir plus sur la diversification crypto-monnaie ou je voudrais avoir des conseils pour la gestion de patrimoine ou toute autre chose de ce type-là, dans tes prérogatives et tes fonctions, comment on fait pour te contacter ? Alors, il y a mon site internet, qui est le premier canal sur lequel on peut me contacter. Il y a aussi LinkedIn. Alors, sur ton site internet, donne-le-nous. Alors, c'est www.patrimoine.com. Patrimoine au singulier, facile. Et sur ma page LinkedIn, Dimitri Yem. On peut me contacter également. Donc Dimitri Yem, YEM, facile sur LinkedIn. Et là, on tombe sur toi, on rentre en contact directement. Merci Dimitri d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté ton activité tout à fait passionnante. On se dit à très vite. On se dit à très vite. Merci Salut. Pour l'accueil. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.